Beyonce, I was hurt. Because I heard that you said you wouldn't perform unless you won Video of the Year over me and over How I'm Playing. Kanye came into this business on my label. So I've always been like his big brother. And we're both entertainers. Mm-hmm. So always been like a little underlying competition there with your big brother there. I was like, yo, maybe you like him. Maybe he might buy this beat. So There's been a rumor that Beyonce doesn't get along with you. That is so not true. Like she couldn't be the sweetest person. Seriously, one of the sweetest people I've ever met. Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et aujourd'hui on va revenir sur l'histoire entre deux rappeurs. On va revenir sur ce qui a causé plus ou moins la bataille entre Kanye West et bien sûr Jay-Z. C'est une histoire qui ressemble un peu à un titre de Nadia et de Kelly Rowland. Oui, ils se doivent mutuellement énormément de choses. Ils ont fait l'un des albums communs les plus populaires de la scène hip-hop. Ils ont été à la fois collaborateurs, amis, frères et peut-être même donc du coup ennemis. Et dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'historique qui a fait en sorte que Kanye West et Jay-Z ne se parlent plus ou soient alors en froid pendant un certain temps. Pour certains, Kanye West était devenu totalement fou. Pour d'autres, c'est Jay-Z qui manquait de loyauté. Et surtout dans tout ça, qu'est-ce qu'ont fait les deux femmes en fait, qui sont aussi bien sûr des chanteuses. Bon, parce que même dans le chant, il y a quand même du niveau. On a d'abord l'iconique Beyoncé. Et ensuite, on a plus ou moins la soubrette, grande fan de Jennifer Lopez d'ailleurs, Kim Kardashian. Quels auront été les rôles de leurs deux femmes dans cette fiction? Et bien sûr, quel aura été le rôle de la fameuse plateforme de streaming implantée au Sahara, à savoir Tidal? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. N'hésitez pas déjà à me dire si vous voulez un Watch the Throne 2. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne, à participer au Tipeee. Et c'est le début quoi. On commence la vidéo avec Tamar Braxton et son titre Love and War parce qu'effectivement l'histoire commence avec de l'amour. Kanye West, on l'a déjà vu dans plusieurs vidéos, est un jeune producteur au milieu des années 90. Il commence à placer des titres chez pas mal d'artistes, il affine son style et il se fait notamment repérer par des artistes comme Jermaine Dupri, Foxy Brown, mais la chanson qui va vraiment permettre à Kanye West d'imposer totalement son style, c'est sur l'album familial de Rockefeller en 2000. Le titre s'appelle This Can't Be Life. Jay-Z, Beanie Sigel et Scarface se partageaient la tête d'affiche. Il va donc ensuite se lier d'amitié avec Jay-Z et enchaîner les titres collaboratifs, notamment sur The Blueprint où il va produire ce titre-ci. Ou encore cette chanson-ci. C'est souvent un débat intéressant et passionnant dans la carrière de Jay-Z, à savoir que au début des années 2000, il aurait peut-être pu s'effondrer en fait, c'est-à-dire que comme il suivait petit à petit le son de l'époque, il aurait pu s'effondrer face aux nouveaux rappeurs et ce que Kanye West va lui permettre d'avoir, c'est une sorte de bouffée d'air frais, à savoir qu'il va réussir à avoir toujours un son très hip-hop, toujours s'inscrire dans cette sonorité un peu soulful parce que Kanye sample beaucoup et malgré tout donc toujours s'inscrire dans une dynamique absolument moderne. La première collaboration entre Beyoncé et Jay-Z sera aussi produite par Kanye West, même si Toni Braxton, elle n'était pas très contente par rapport à ça et on verra ça dans une autre vidéo, mais c'était Kanye West à la production. Être un rappeur qui est crédible et qui a cartonné au milieu des années 90, c'est possible et c'est ce que Jay-Z était. Mais être en amont du son d'un jeune producteur qui a en plus toute l'identité hip-hop et qui peut toutefois prétendre au mainstream et à un public qui dépasse totalement cette identité particulièrement hip-hop, bah en fait c'est une des choses que Kanye va apporter à Jay-Z, même si lui de son côté, il est un peu frustré quoi. Il veut pas juste être le gars qui reste en studio, il veut pouvoir passer devant le micro et le truc c'est que personne, y compris Jay-Z, ne croit vraiment à ses
capacités de rappeur. On le signe en tant que producteur chez Roc-A-Fella, mais le passage devant le micro sera compliqué. Jusqu'au fameux 23 octobre 2002. Ce jour-là, il est en studio avec Ludacris et plusieurs autres rappeurs. Il veut présenter un titre à Ludacris. Il essaie de montrer à Ludacris que franchement, mec, je ne suis pas juste le gars derrière les manettes là. Moi aussi, je peux rapper. Et Ludacris est totalement saoulé, ça ne l'intéresse pas. Get out right here, man. Kanye West va alors s'énerver, il va quitter le studio, il va prendre sa voiture et il va avoir ce fameux accident. Son processus vital à ce moment-là est engagé, c'est-à-dire qu'il est vraiment entre la vie et la mort. Il est totalement défiguré. D'ailleurs, il va y avoir une reconstitution faciale pour qu'il retrouve les traits de son visage. C'est extrêmement dur. Et pendant cette période-là où tous les rappeurs viennent le voir à l'hôpital, il se dit, je ne peux pas partir sans avoir fait ce que j'ai vraiment envie de faire. C'est aussi pour ça qu'il va penser à ce titre de Chaka Khan, Through the Wire. Il va avoir envie de sampler cette chanson-là, même si effectivement Chaka... elle voulait pas trop. Il va la sampler. Jay-Z ne voulait absolument rien entendre. Roc-A-Fella ne voulait absolument pas faire la promo. Mais en fait, tout ce qui va se passer autour de cet accident va faire en sorte qu'il acquiert une certaine notoriété. Il va pouvoir avoir son titre dans plusieurs grosses mixtapes de l'époque. Et c'est à partir de là que sa grande histoire avec le public américain va commencer. Personne ne croyait en lui quelques mois avant, il inverse la tendance et il devient non seulement l'un des rappeurs les plus connus du game, mais aussi il va avoir encore une fois ce succès critique qui dépasse totalement la sphère hip-hop et aussi un succès commercial grand public. Il va réunir les deux et The College Dropout va s'écouler à 6 millions d'exemplaires. Le sublime de Late Registration qui va arriver lui en 2005 va aussi connaître un très beau succès critique et à partir de là, il y a pas mal de choses qui se passent en coulisses chez Roc-A-Fella. Il y a Cameron, il y a plein de choses, mais toujours est-il que la proximité entre Kanye et Jay-Z est réelle. Il y a même une certaine admiration, mais de l'autre côté, bien sûr, il commence à y avoir une rivalité en fait. Et cette espèce d'amour un peu complexe va totalement s'exprimer sur le titre Big Brother dans l'album Graduation, où globalement, il vante Jay-Z. Il explique que c'est son grand frère, mais malgré tout, il lui fait des petits reproches, des petites piques, et c'est peut-être à partir de là qu'on va commencer à avoir des frictions entre les deux artistes. Il dit par exemple que c'est parce qu'il a dit à Jay-Z qu'il comptait faire un son avec Coldplay que ce dernier a fait un son avec Coldplay juste avant. Il lui reproche à demi-mot de ne pas avoir réellement cru en lui, et surtout à un moment il explique que pour la fameuse soirée de Jay-Z qui était censée être la fin de sa carrière au Madison Square Garden avec la fabuleuse prestation de Foxy Brown, on se remet un extrait. Il explique que ce jour-là il était censé être là, kiffer la vibe dans la salle, mais Jay-Z lui aurait refusé 2 invitations. Toutefois, Jay-Z réagit très bien au titre, il précise juste qu'en fait, il avait donné 4 invitations à Kanye West. Kanye West en voulait 2 de plus, et c'est donc pour ça qu'en tant que grand frère, il lui a dit non. Mais il prend plutôt bien le titre, il estime que c'est un portrait plutôt fidèle de leur relation, parce que à Roc-A-Fella, les choses sont souvent compliquées, on n'est pas des agneaux, donc pour lui tout va plus ou moins bien, et il n'y aura plus vraiment d'échange entre les deux, jusqu'au fameux incident de 2009 où Kanye West va se lever lors des VMAs pour soutenir la femme de Jay-Z. Mais elle va pas forcément le prendre comme ça. I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. C'est un événement qui a marqué la pop culture de ces 20 dernières années et surtout ce qu'il pensait lui Kanye être de soutien va finalement très vite se retourner plus ou moins contre lui. Parce que Beyoncé va se sentir gênée, elle va se sentir très mal à l'aise et elle va devoir faire quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire en fait. Parce qu'elle va devoir faire monter Taylor Swift pour permettre à Taylor Swift de faire un vrai discours. Quand elle va gagner un prix qui était pourtant plus majestueux que le prix pour lequel Kanye s'était battu pour elle en fait. C'est-à-dire qu'au final, il va pas simplement voler le moment de Taylor Swift, il va aussi voler par conséquent le moment de Beyoncé. Et il se dit qu'en coulisses, elle l'a pas très bien vécu. D'ailleurs, Beyoncé et Jay-Z ne vont absolument pas aller défendre Kanye West quand il va y avoir une tempête médiatique autour de ça. Ce que lui aussi va mal vivre, mais toutefois, elle va quand même accepter de poser sur un titre qui est pas forcément hyper populaire parce qu'il n'a pas été intégré dans la version simple de l'album My Beautiful Dark Fantasy, mais c'est une excellente chanson. Kanye raconte qu'il l'a appelée à 5h du matin. Elle est venue et elle a fait une très bonne prestation.
Seminar, pour moi, aurait clairement dû être un single en plus ce texte. On voit qu'il fait certaines références à sa mère. C'est un très beau titre. Et ça montre donc que même si effectivement il n'y a pas une défense médiatique autour de Kanye, les relations entre le couple Carter et West sont encore au beau fixe. C'est d'ailleurs pour ça que quelques mois plus tard, ils vont annoncer le fameux album Watch the Throne. Ils vont faire la promo ensemble. Ils vont gagner des Grammy. Et on avait des clips comme celui de Otis. Là encore, on ne peut pas nier dans ce projet-là l'apport que Kanye va faire à la carrière de Jay-Z. Ce n'est pas en termes de vente, mais de Blueprint 3, c'est quasiment un assemblage de featuring en fait. C'est-à-dire que l'album n'a pas une direction artistique hyper pensée du début à la fin. Et quand on compare cet album-là à Watch the Throne, on voit quand même que artistiquement, Kanye reste quand même un apport, une fraîcheur et toujours dans une identité sonore extrêmement forte. Le projet va connaître un beau succès et à la base, il était prévu que chacun après ça sorte un album solo. Sauf qu'à la fin de l'enregistrement, Jay-Z va faire écouter 2 titres à Kanye et ça va pas trop bien passer. What happened was I had 2 records at the end of, we had this whole plan when me and Kanye did Watch the Throne album that we would go right into our solos after that. And as soon as I thought we had wrapped up Watch the Throne, I made 2 records. I had 2 records. I had Holy Grail and I had Oceans. I know that. And I played those records for Kanye and he was like, no, those have to go on Watch the Throne. So we spent 4 days arguing about those records. En fait, il semblerait que Kanye ne voulait pas que ça s'arrête, ou du moins il ne voulait pas que ça s'arrête tout de suite. À savoir qu'il voulait non seulement que les deux continuent de travailler ensemble après Watch the Throne, mais surtout, il voulait que les 2 titres que Jay-Z lui a fait écouter soient intégrés dans ce projet-là. Jay-Z n'a pas voulu et ça l'a blessé. Donc tout de suite, il va commencer à avoir de nouvelles frictions qui vont paraître publiques parce que Kanye va faire en sorte que ça le soit. Et quand Jay-Z va enregistrer avec Justin Timberlake le fameux titre Suit and Tie, bah en fait Kanye lors d'un concert va clairement dire que en fait lui il aime pas du tout la chanson. Et quelques mois plus tard, quand l'album Holy Magna Carta Grey de Jay-Z va sortir, bah en fait sur Twitter, tout le monde attendait le tweet de Kanye parce qu'à l'époque, il était encore très actif sur la plateforme. Et il va faire un tweet où il va faire référence à un film, Pacific Run, et au fameux événement des VMAs, à sa fameuse phrase à lui-même, en disant que c'était l'un des meilleurs films de tous les temps. La guerre aurait pu commencer à ce moment précis-là, sauf que tous les deux ont été rattrapés par l'amour. Kanye, bien sûr, s'est marié avec Kim Kardashian, et Jay-Z et Beyoncé n'étaient pas au mariage. Beyoncé a fait un petit post et ça a animé la toile. Certains ont trouvé qu'elle abusait, d'autres ont dit que la meuf s'est battue pendant 20 ans de sa carrière pour pouvoir avoir une image. Elle n'a pas forcément envie d'avoir aujourd'hui la même image ou alors d'avoir le même statut que l'ex de Reggie, donc c'est tout à fait normal qu'elle n'y aille pas. Toujours est-il que ça semblait bizarre au vu de la proximité entre Jay-Z et Kanye que le couple Carter ne soit pas à ce mariage-là, même si Jay-Z y a finalement répondu dans leur album en commun sur le titre Friends, et ça donnait ça. Il explique dans ce titre-là que à ce moment précis, son couple bat plus ou moins de l'aile. En tout cas, sa femme et lui ont des choses à régler et que c'est pour ça qu'il ne voulait pas la laisser et qu'il ne voulait pas qu'ils aillent ailleurs en fait. Ils avaient besoin de passer du temps ensemble, ils l'ont fait et ils ne regrettent pas. Ça vient quelques années plus tard, mais sur le coup, Kanye va mal le vivre. Il va dire dans la presse que bien sûr, la seule personne dont il avait besoin, c'était sa femme. Mais quand il va reprendre les prestations quelques mois plus tard, il ne va plus mentionner le nom de Jay-Z sur les titres dans lesquels il citait Jay-Z en fait. On va voir là encore qu'il avait une réaction épidermique. On va voir que ça le blesse, mais curieusement, quand Jay-Z va lancer son service de streaming, à savoir Tidal, dans un des pires coups marketing de l'histoire de la musique récente, dans cette espèce d'événement où il y avait toutes les stars, bah en fait, on retrouvait aussi Kanye West. Les débuts de l'entreprise vont ressembler à Love Story, à savoir que les directeurs généraux vont changer chaque semaine et finalement, plusieurs des artistes qui étaient venus en grande pompe avec Jay-Z nous expliquer qu'ils allaient changer le monde de la musique vont se retrouver piégés et vont commencer à ne plus eux-mêmes croire en ce projet. Kanye va encore une fois, parce qu'il est très épidermique, être celui qui va le plus s'exprimer à propos de ça, c'est-à-dire qu'il va émettre tout de suite
suite des doutes sur Tidal et il va même proposer à Jay-Z sur Twitter de laisser Tidal être racheté par Apple. Jay-Z va très mal le vivre, il va penser que Kanye abandonne le bateau bien trop vite, qu'il faut se battre et finalement Kanye va plus ou moins revenir sur ses propos et il va donc lancer son album Life of Pablo exclusivement sur Tidal. Du moins c'est ce qu'il va dire, il va écrire partout parce qu'encore une fois c'est Kanye, je ne vais jamais mettre mon album sur autre chose que Tidal, il restera toujours et toujours sur Tidal, il n'ira jamais sur Apple Music et même dans l'album il fait des petites références à ça en disant que bien sûr qu'il a parlé avec Apple mais que comme Jay-Z est milliardaire, il est sûr qu'en restant avec Jay-Z et Tidal, jamais il ne connaîtra la faillite. L'album va permettre à Tidal d'avoir un vrai buzz. À ce moment précis, le jour où l'album sort, c'est l'application la plus téléchargée dans le monde. Tout le monde télécharge Tidal, ils font d'excellents chiffres et d'ailleurs ils font tellement de bons chiffres qu'ils vont peut-être un peu les gonfler parce qu'ils vont annoncer plus de 250 millions d'écoutes et jusqu'aujourd'hui c'est l'un des problèmes que Tidal rencontre avec la justice, à savoir que pour les albums Lemonade de Beyoncé et de Life of Pablo de Kanye West, il y a une enquête qui révèle que les chiffres ont été truqués parce que certaines fois sur de nombreux comptes, on remarque que par exemple qu'un seul compte, une seule personne a écouté un album qui dure 45 minutes 60 fois en une seule nuit. Donc de fait, ces chiffres-là sont remis en cause, mais on ne peut pas nier l'impact que Kanye et de Life of Pablo ont eu dans la diversification et dans la popularisation de Tidal à ce moment précis-là. Et d'ailleurs, lui-même va s'en féliciter et sur le titre Saint Pablo, il demande juste une chose qui est vraiment la chose qui le travaille, à savoir plus d'unité. Il dit dans cette chanson que la prochaine fois que je vais monter sur scène, le seul truc que j'aimerais, c'est que nous tous, nous y allions ensemble. Et c'est un truc qui le travaille. Vous avez dû voir que depuis le début, il rappelle toujours ce truc de MTV parce qu'il n'a pas été soutenu, qu'il l'a refait au Grammy en 2015. Il n'a pas été soutenu et donc il voudrait plus de soutien. Il voudrait que Jay-Z et Beyoncé y aillent au front avec lui, même quand il a tort, parce que c'est la famille. Et que de son côté, il estime leur être loyal. Sauf que même sa loyauté à lui va être mise à l'épreuve avec son disque. À savoir qu'il va se rendre compte que même si effectivement beaucoup de ses fans ont téléchargé Tidal, la majeure partie des gens du grand public n'ont pas quitté leur plateforme de streaming et de fait, il va se dire faut que je revienne dessus et donc il va reproposer son album sur Apple Music et sur toutes les autres plateformes de streaming, ce qui va entraîner deux choses. La première chose, c'est effectivement la justice. On est aux États-Unis, donc un fan va lui dire mais en fait frère, je t'avais dit sur Twitter que jamais de la vie ton album n'irait ailleurs que sur Tidal. Maintenant qu'il est ailleurs que sur Tidal, je le prends comme de l'escroquerie, il faut que tu nous payes, ce qui va mener à une action sérieuse et Kanye va être obligé d'avoir un deal. Et la seconde chose, bien sûr, Jay-Z ne va pas très bien prendre le fait que Kanye l'abandonne. Et c'est pour ça que quand celui-ci va avoir un événement dramatique, à savoir que sa femme va se faire agresser dans un hôtel à Paris, à ce moment-là, il est en concert, il quitte la scène pour aller la rejoindre. I'm sorry, this is a family emergency. I have to stop the show. Quand les choses vont commencer à aller mieux à la maison, Kanye va lâcher sa bille. À savoir qu'il va reprendre sa tournée et il va dire qu'au lieu de venir à la maison le voir et voir comment il va avec les enfants et sa femme, bah en fait, il a préféré l'appeler. Et pour lui, ce n'est pas l'attitude d'un frère. Call me after the robbery. You say how you feeling. You want to know how I'm feeling? Come by the house. Bring the kids by the house. Toujours dans cette même période, il va vivre ce qu'on appelle très souvent l'ironie du sort. À savoir que cette fois, il va s'attaquer publiquement à Beyoncé. Il est blessé, pourquoi? Parce que selon lui, lors des MTV VMAs, Beyoncé a dit aux organisateurs de la cérémonie qu'elle ne viendrait que si elle était sûre de gagner le prix de la vidéo de l'année. Le problème qui se pose, c'est qu'elle était face à Drake et face à Kanye lui-même. Beyoncé, I was hurt. Because I heard that you said you wouldn't perform unless you won Video of the Year over me and over Hotline Bling.
Donc il le vit très mal parce que selon lui, il a défendu Beyoncé et comment est-ce qu'elle peut venir et dire à une cérémonie, je suis face à Kanye, mais pour que je vienne performer, en fait, il faut que je sois sûr de rentrer chez moi avec le prix. Il n'a avancé aucune preuve de ce propos, mais le propos en réalité n'est pas une surprise. Si c'est vrai, ce n'est absolument pas une surprise de voir une artiste comme Beyoncé qui est dans une situation de pouvoir face à l'industrie, de dire que je peux venir à votre cérémonie, je fais une prestation si je suis sûr de remporter le prix pour lequel je suis invité en fait. Vous le voyez tout le temps, Energy Music Award, dont dans certaines cérémonies américaines comme les MTV VMAs, c'est tout à fait possible que ça se soit fait comme ça et Kanye le vit mal parce qu'effectivement pour lui il était le grand supporter de Beyoncé et comme ils sont censés être une famille, elle n'avait pas à jouer cette carte là face à lui. Mais l'acte en lui-même n'est pas surprenant, même si effectivement le fait de l'avoir lancé comme ça sur la place publique va frustrer Jay-Z parce que c'est sa femme qui est attaquée et quand il va sortir son album 444, il va tenir à lui répondre sur la fameuse chanson Kill Jay-Z. Tu as quitté l'école et tu as abandonné tes principes. C'est une référence à The College Dropout et il continue en lui disant que je sais que beaucoup de personnes t'ont trahi, moi aussi ça m'a fait du mal, mais cette attitude du j'emmerde tout le monde n'est pas du tout naturelle. Il continue en lui disant qu'il n'est plus Kumbaye, à savoir que effectivement il a toujours eu des prises de position qui allaient en l'encontre de tout le monde, mais avant c'était justifié et Jay-Z estime qu'aujourd'hui ça ne l'est plus et plus tard il lui reproche de penser qu'il l'a trompé avec Tidal. Il finit par lui dire que si tu penses que tout le monde est fou, il faudrait peut-être te poser la question de savoir si c'est pas toi-même qui ne va pas très bien. Je ne suis pas folle, vous savez. Bien sûr, la chanson ne va pas apaiser les tensions parce que quelques jours après ça, on va apprendre que Kanye West avait en fait pris un avocat et porté plainte à Tidal. Il estimait avoir été lésé de 3 millions de dollars. Il estimait aussi que la plateforme diffusait des clips de lui sans son autorisation. Et surtout, le troisième point, il disait qu'il avait un contrat d'exclusivité avec eux et qu'il n'en voulait plus du tout en fait. Il ne voulait plus du tout être lié de quelque façon que ce soit à cette entreprise-là. Ce qui va apparemment blesser Jay-Z qui lui dit d'ailleurs que moi j'ai réussi à avoir un contrat de 20 millions de dollars pour toi et tu me reproches de t'avoir finalement volé des petites broutilles en fait. Kanye va réagir dans une interview avec Charlemagne da God où il dit en fait je suis signé en tant qu'artiste chez Roc Nation et donc via Roc Nation et Jay-Z j'ai réussi à avoir ce contrat de 20 millions de dollars mais ce n'est pas de l'argent de Jay-Z qui m'a rétribué de lui-même. That concept that you gave me, that he gave me the money, that's what frustrated me because actually the money he got from Live Nation. Roc Nation was managing me at the time. That's something normal that someone would give someone a touring deal. Jay-Z de son côté va faire plusieurs interviews pour la promo de son album. Alors cette petite peluche a failli faire en sorte que je refasse toute la vidéo. Mais finalement je me suis dit que vu qu'on parle d'amitié et de sincérité, c'était mieux que je me laisse dans ma vérité et on se retrouve dans les commentaires. Et il va réagir en disant que effectivement là tout de suite Kanye et moi ça ne se passe pas trop bien. Mais il faut savoir que c'est mon petit frère, je l'aime beaucoup, on a toujours eu des petites frictions, mais ça va passer, peut-être quand on aura 80 ans, on va finir par regarder tout ça et sourire. Kanye came into this business on my label. So I've always been like his big brother. And we're both entertainers. So always been like a little underlying competition there with your big brother there. Après l'apparition de la chanson et le buzz, Jay-Z va expliquer son couplet. Il va dire qu'en fait c'était une volonté d'apaisement et Kanye va tout de suite réagir sur Twitter en disant Watch the Throne 2. C'est-à-dire que les gens vont commencer à s'exciter, à savoir si Watch the Throne 2 va vraiment arriver et on ne va plus ou moins rien avoir entre les deux jusqu'au moment de cette fameuse vidéo à l'anniversaire de Didi. J'aime toujours beaucoup voir la relation entre les deux parce qu'ils sont un peu le yin et le yang l'un de l'autre en fait. Jay-Z est un vrai personnage et ça on le verra quand on parlera certainement de Roc Nation. C'est un personnage sanguin en fait, à savoir que lui il ne pense qu'à lui et il ne pense qu'à se faire son argent. Sauf qu'il a quand même malgré tout, quand on voit son historique et quand on voit comment il est capable de se comporter avec les autres, il a une véritable affection pour Kanye West. De l'autre côté, Kanye West c'est un personnage qui lui ne vit que pour ses émotions en fait. C'est-à-dire qu'il est totalement entier en tout et il espère tout le temps le même retour de son fameux grand frère. Sauf que son fameux grand frère n'a pas cette même fibre émotionnelle que lui il attend parce que lui il a toujours besoin d'amour, il a toujours besoin d'être rassuré et
c'est pour ça que selon moi, ils portent toujours leurs problèmes sur la place publique en fait. C'est pour ça qu'il vient à chaque fois dire oui, j'aime pas la chanson de Justin Timberlake, oui, Beyoncé. Il vient sur le devant pour leur dire certaines choses parce qu'il espère que la pression du public va faire en sorte que dans le privé, il ait finalement cette petite affection qu'il veut d'eux en fait. Or, ce n'est pas du tout leur manière de fonctionner, même si par ailleurs, Jay-Z comme Beyoncé, surtout Jay-Z, ne peuvent pas nier qu'ils doivent aussi beaucoup de choses à Kanye West, surtout dans le cas de Jay-Z au niveau de l'apport discographique. Mais cette petite relation un peu perverse entre le petit frère, qui est toujours en train de demander un peu plus d'amour et d'affection au grand frère, qui lui est beaucoup plus retiré, qui est plus axé sur son aspect business, cette relation-là perdure. Et d'ailleurs, en 2018, ils sont encore en froid. Et Kanye voit sur Instagram une photo de Beyoncé et de Jay-Z, et quand il voit la chaussure de Beyoncé, il a l'impression que c'est la chaussure de sa marque. Les chaussures sont similaires, et quand il voit ça, il est tellement content que même s'ils n'ont pas beaucoup de liens à l'époque, il prend ça comme un soutien, il prend ça comme une démonstration d'affection publique, et de fait, il le poste en disant c'est la famille, sauf que de l'autre côté, quelques heures après, il va se rendre compte qu'en fait, c'était pas sa marque à lui, et que c'était une chaussure de $50 tranquille que Beyoncé avait acheté. Ça va sans doute le blesser de deux façons. La première chose, c'est que en fait, ce n'est pas sa chaussure, donc en fait, le poste en disant Familia, ils l'ont pas soutenu de façon publique comme il pensait qu'il le faisait, et de l'autre côté, il va se rendre compte que ces chaussures ne sont pas originales parce que lui-même est capable de confondre sa propre marque avec une paire de chaussures de $50. Vous vous rappelez de la phrase de DMX? Jay is a talented motherfucker. Don't misunderstand me. He is talented, but he has no heart behind it. There's no soul behind it. Mais là où c'est aussi hyper intéressant, c'est que Jay-Z est froid, Jay-Z est dur, Jay-Z est effectivement très business, mais il aurait été beaucoup plus dur avec quiconque d'autre que Kanye West en fait. Avec Kanye West, il est beaucoup plus doux, il est beaucoup plus apaisé, alors qu'on sait qu'il y a des gens qui lui ont fait beaucoup moins que ça, et il a frappé beaucoup plus fort en fait. Face à Kanye, il a rendu quand même beaucoup les angles, et d'ailleurs la fois où Kanye a commencé à parler de lui en concert, et que vers la fin il dit que oui, je sais que tu as des tueurs à gages, mais je m'exprime quand même, ça montre qu'il sait quand même à qui il a affaire. Pareil quand il reproche à Jay-Z de ne pas avoir voulu poser au début sur le titre Pop Style de Drake, et il commence à dire que oui, Jay-Z lui parlait de pourcentage, Jay-Z lui parlait de business, et qu'il ne voulait plus entendre ça. Il lui dit arrête ça bro. Some political shit, some shit about percentages on songs. I can't take this shit, bro. Qu'ils aient une alchimie musicale sans aucun doute, mais au niveau des rapports personnels, on voit bien qu'ils ne sont pas exactement sur le même paradigme. C'est ça qui dans un certain sens doit faire la force de leur relation, mais c'est aussi ça qui fait en sorte que très souvent, ça peut mener à des clashs ou alors à des incompréhensions comme celles qu'ils vivent actuellement. Maintenant, nous arrivons à la fin de la vidéo. Dites-moi qui selon vous ressemble le plus. Déjà, ça c'est très important. Vous êtes plus Kanye West au niveau du comportement ou alors vous êtes plus Jay-Z. Ça c'est la première chose. Ensuite, au vu des éléments, qui selon vous a raison? Est-ce que Kanye a raison de vouloir plus d'affection parce que lui il se bat pour eux? Est-ce que Jay-Z a raison d'être plus dans son coin et se dire que moi je marche au business et rien d'autre? Et d'ailleurs j'ai toujours trouvé que dans ces aspects là on retrouve même les fondements de leur carrière, de leur vie en fait, parce que la raison pour laquelle Jay-Z au début ne veut pas que Kanye rappe, c'est parce qu'il estime que Kanye n'a rien à dire, Kanye c'est un petit bourgeois, alors que tous les autres membres du Roc-A-Fella sont des gens qui ont galéré et qui se sont battus pour en arriver là en fait. Et même cet aspect là on le retrouve dans leur manière de fonctionner tous les deux. Donc dites-moi dans les commentaires de qui vous vous sentez le plus proche, qui selon vous a raison, en n'oubliant pas aussi l'impact artistique de Kanye West. Dites-moi tout dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous voulez qu'il y ait un Watch the Throne 2 ou alors si vous aimez trop le premier et de fait vous ne voulez pas un second de peur de la déception. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à participer au Tipeee et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.